L'an dernier, il y a eu un colloque qui est revenu sur 25 ans après que tu aies publié le livre 2100 récits d'un siècle, du prochain siècle, je ne sais plus exactement, et sur lequel il était pointé le fait que vous aviez prévu avec ton collectif de chercheurs, enfin vous aviez annoncé que la pollution de l'air allait être un facteur très fort à prendre en compte dans les années qui viennent, et tu pointais notamment la responsabilité des énergies pour essayer de régler le problème. Alors, ma question est double. C'est 30 ans après, est-ce que tu maintiens ton diagnostic et deuxièmement, en quoi ça interpelle le monde de l'énergie? Oui, je pense que moi, je vais évoquer un souvenir personnel puisque j'étais jeune ingénieur des mines dans la région du Nord. Et à l'époque, le secrétaire général de la CFTC, Confédération des travailleurs chrétiens, s'appelait Joseph Sauty. Et je me souviens qu'il venait me voir pour parler de sa société de secours minière, c'est-à-dire la société de sécurité sociale minière. Et malheureusement, j'habitais au premier étage, enfin, mon bureau était au premier étage, et il n'y avait pas d'ascenseur. Et j'ai vu Joseph Sauty complètement épuisé à la mi-étage, parce qu'il avait une silicose très avancée. Il en est mort peu de temps après, d'ailleurs. Et à l'époque, c'était vraiment la grande maladie professionnelle des mineurs, c'est-à-dire que les poussières de silice s'aggloméraient dans les poumons, ce qui faisait des nodules d'abord, et puis ensuite des grosses boules. La capacité respiratoire diminuait, et il finissait effectivement par ne plus pouvoir faire aucun effort physique. Et c'était en fait, c'était aussi une maladie mortelle. Donc je me souviens de cet épisode parce que j'étais complètement traumatisé de voir ce pauvre homme qui était une personnalité extraordinaire. J'étais d'un dévouement qui était aimé de tout le bassin minier à l'époque. Donc ce souvenir me fait dire que d'abord les choses ont beaucoup changé. Il n'y a plus de mines chez nous. Elles sont parties de l'autre côté de la planète. Donc si nous voulons nous intéresser à ces questions, il ne faut pas seulement se limiter à la France ni à l'Europe. Quand je vois des images qui nous viennent des villes chinoises, j'ai l'impression que l'état de l'atmosphère est très nettement dégradé, et sans doute pour les mêmes raisons que celles que tu as exposées à propos du 19e siècle, puisque finalement, on a exporté une partie de notre industrie. Fort heureusement, quand même, l'industrie, à mon avis, progresse. Et cette question, justement, de la qualité de l'air, elle est en train d'évoluer. Alors, je ne sais pas si on peut projeter la première diapo. Voilà. Citation d'Héraclite. Donc, le chien est déjà beaucoup plus sensible que nous, effectivement, à la qualité de l'air. Cette truffe le montre. Il y a des exemples, d'ailleurs, d'humains qui, très provisoirement, du fait de phénomènes mentaux, ont pendant quelques jours eu l'odorat d'un chien. Mais c'est rare. Alors, en général, l'humain n'est pas suffisamment sensible pour détecter les choses nocives. Ce qui se passe, et là je voudrais parler d'une règle assez générale, c'est que l'industrie de pointe, qui souvent travaille pour les militaires d'ailleurs, l'industrie de pointe conçoit un certain nombre de produits et de solutions qui peu à peu percolent dans l'industrie de tous les jours. Et à cet égard, je voudrais simplement montrer quelques images de ce que font les industriels aujourd'hui pour... c'est la suivante, s'il vous plaît. Pour... voilà, il faut l'image aussi. Voilà une salle blanche dans
à Toulouse, là où on fabrique des satellites. Ça, c'est un satellite qui est en train d'être montré. Et c'est plus qu'une salle blanche, c'est un hall complet. Donc on est là dans quelque chose qui demande pas mal d'investissements, de mesures, effectivement, parce que les satellites, ils ont besoin d'être construits. Alors il y a d'autres industries, on peut la suivante. Ça, c'est dans l'aérospatial, c'est toujours un peu le même type d'industrie. On peut passer à la suivante. Voilà, dans l'électronique, on a ça. On a aussi... on voit bien que ces techniques de contrôle de l'atmosphère, petit à petit, elles se répandent. Déjà, l'électronique est une industrie, je dirais, peut-être un peu moins de pointe que le spatial. Mais, image suivante, voilà une manche textile qui sert en effet à capter une partie de l'atmosphère. Image suivante. Et là, on est dans le médical. Donc, ce qui rejoint ce que disait le professeur Mimoun, qui manifestement a une installation de pointe dans son hôpital Saint-Louis. Mais là, vous voyez que ça peut être quand même des espaces assez vastes. Donc, dans les analyses médicales, vous avez ce genre de choses. Mais maintenant, il y a aussi l'industrie alimentaire. Et là, vous voyez effectivement avant et après. C'est-à-dire qu'une industrie qui est une industrie quotidienne, en quelque sorte, qui n'est pas une industrie de pointe, commence à se mettre à l'idée de faire des salles blanches, de contrôler les atmosphères. Donc, ça fait une conclusion plutôt optimiste sur le fait que ces travaux de contrôle de l'atmosphère et de mesure, peu à peu, touchent des industries qui ne sont pas des industries de pointe, qui sont l'industrie du quotidien. Bon, je terminerai là-dessus, simplement en disant, toujours Héraclite, le lien que l'on ne voit pas est plus fort que celui que l'on voit. Car en effet, aujourd'hui, nous avons parlé de choses que l'on ne voit pas. Merci de votre attention.